à naviguer au-delà des rivages poussiéreux d'Afrique du Nord pour étendre leur empire en conquérant les mers. 520 avant Jésus-Christ. 3000 rames propulsent 60 navires à travers les colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. Hannon, le navigateur, le célèbre amiral carthaginois, navigue aux confins du monde connu. Il s'apprête à lancer une vaste offensive capable de lui assurer la domination totale de la Méditerranée. Tous les grands explorateurs, Christophe Colomb, Vasco de Gama, qui ont fait route vers l'inconnu, ne sont pas sans rappeler le premier et le meilleur d'entre eux, Hannon le navigateur. Hannon a pris la mer pour étendre le réseau de cités et de comptoirs carthaginois. L'objectif est commercial, mais il s'agit aussi d'implanter de nouvelles colonies pour assurer le contrôle de la terre et l'accès à ses ressources. Les prouesses techniques de Carthage sur les mers lui ont apporté pouvoir et richesse. Au VIe siècle avant notre ère, la Corse, la Sardaigne et les Baléares sont sous son autorité. La clé de voûte de sa puissance découle d'un prodige d'ingénierie, le port de Carthage. C'est le plus bel exemple d'ouvrage d'art carthaginois. Bien qu'on ne puisse l'affirmer catégoriquement, les archéologues estiment qu'il a pu être construit du temps d'Hannon. Mais alors que la cité était à son apogée au IIe siècle avant Jésus-Christ, le port de Carthage fut transformé. Techniquement supérieur à tout équipement maritime existant, il devint l'organe vital de la ville. Il faisait partie de Carthage. C'était le poumon de la cité. Il représentait un élément vital, à la fois naval et commercial. Le port avait un seul accès vers la mer, de 20 mètres de largeur, que l'on pouvait fermer avec des chaînes d'acier. Il abritait en fait deux ports séparés. Tout d'abord, celui des vaisseaux marchands. Le port des marchandises, le port commercial, possédait des quais classiques pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Si bien qu'à Carthage, disons en l'an 400 avant notre ère, on imagine très bien qu'on pouvait acheter et vendre tous les produits existants dans le monde connu. Le deuxième port était circulaire et réservé à un usage militaire. 30 docks étaient aménagés symétriquement. 140 postes d'amarrage additionnels se trouvaient sur sa circonférence, ce qui permettait d'abriter en tout 220 navires. Aujourd'hui, une seule cale sèche a été déblayée, vestige de la force navale que commandait jadis le port. C'est tout ce qui subsiste du coton ou port de guerre de Carthage. Un coton était un port creusé à l'intérieur des terres par opposition à un port aménagé au bord de la mer. Quand on voit ces magnifiques villas, on a du mal à imaginer que ce port était la grande base navale de Carthage. Le centre nerveux de cette plateforme maritime était l'île circulaire que vous voyez là, où une quarantaine de navires pouvaient être halés au sec. Au centre de l'île, un pavillon surélevé abritait le poste de commandement de l'amiral et une tour de guet. Ainsi, il était possible de diriger les manœuvres et de surveiller la haute mer. Aucune autre cité n'avait l'équivalent en capacité, en puissance, encore moins en compétences maritimes. Alors, quand les portes du chenal s'ouvraient et que les navires en sortaient à vive allure pour gagner la Méditerranée, on les voyait foncer droit devant eux. Carthage, c'était ça. Pendant 2 siècles, Carthage régna en maîtresse absolue sur la Méditerranée. Mais de l'autre côté de la mer, vers le nord, une rivale se constituait progressivement en une machine de guerre d'une puissance encore inégalée. Rome. Ces deux superpuissances allaient bientôt s'opposer pour conquérir le joyau de la Méditerranée, la Sicile.
Carthage a été bâtie pour les échanges commerciaux et la Sicile était un lieu stratégique pour ce commerce. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouvait en plein milieu de la plus grande route maritime du monde. Celui qui contrôlait la Sicile contrôlait cet axe commercial vital. Les Romains voyaient les énormes richesses que contrôlait Carthage, et cela a fini par les titiller. Les Carthaginois ont adopté une attitude qui consistait à dire « On était là les premiers, veuillez retirer vos chars de mes plates-bandes ». Rome et Carthage avaient désormais toutes deux des colonies en Sicile. Cette tension allait déclencher une série de guerres qui ébranleraient le monde antique. Les Romains voyaient en Carthage une épée de Damoclès menaçant Rome et leur empire commercial naissant. Et ils pensaient qu'il fallait l'éliminer. L'histoire allait les baptiser les guerres puniques, du nom que les Romains donnaient aux Phéniciens. Leur issue allait changer le cours de l'histoire et l'un des plus grands génies militaires de tous les temps allait prendre les rênes de l'empire carthaginois. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la République de Rome est appelée à la rescousse dans le sud de l'Italie par une ville grecque aux prises avec des pirates. Peu après, deux villes de Sicile s'en prennent l'une à l'autre. L'une d'elles, Messine, demande d'abord l'aide de Carthage, puis se ravise et fait appel à Rome, plus proche. Syracuse combat Messine et Rome, mène bataille, renonce, se soumet à Rome. Et Rome, en quelques décennies, conquiert toute l'Italie du Sud et l'Est de la Sicile. Ce n'est pas du tout du goût de Carthage. Et c'est le début de la première guerre punique. L'issue de cette guerre va décider à qui appartiendra la Sicile et qui dominera la mer Méditerranée. 264 avant notre ère. Rome et Carthage s'affrontent au cours de la première guerre punique. 17 ans plus tard, les deux camps sont toujours empêtrés dans des combats sanglants. C'est alors qu'un charismatique chef militaire, appelé Hamilcar Barca, prend le commandement des forces carthaginoises. Hamilcar a été le premier grand général de l'empire carthaginois. Il est très charismatique, il sait se faire obéir, il sait tirer les marrons du feu. Entre 247 et 242 avant Jésus-Christ, ce farouche tacticien militaire débarque en Sicile. Il est énergique, puissant et sans pitié. Mais ce qui donne vraiment de l'assurance à Hamilcar, c'est qu'il est épaulé par une nouvelle génération de navires de guerre appelés les quinquérèmes, équipés de 5 bancs de rameurs. Ce sont les Grecs qui ont inventé les quinquérèmes, mais les Carthaginois les transforment en énormes béliers des mers. À l'époque, ces galères représentaient une prouesse en matière de construction navale. La quinquérème avait 5 rangées de rames et on a longtemps débattu sur son maniement. Mais on peut penser qu'elle comportait 3 niveaux avec 5 rameurs par section verticale. En tout cas, c'était une version plus grande que la trirème, mais la tactique de la guerre navale restait la même. Le but de ces embarcations était d'éperonner les navires ennemis et ils étaient conçus dans cette optique. Équipée à la proue d'un éperon en bronze, elle filait à vive allure et était facile à manœuvrer. Elles étaient extrêmement rapides. Essayer de rattraper un navire de guerre carthaginois, c'était comme essayer d'atteindre Mohamed Ali quand il était jeune boxeur. Une quinquérème standard était longue de 35 mètres, large de 3 à 5 mètres et pouvait contenir jusqu'à 420 marins. À pleine charge, il pesait plus de 100 tonnes. En mer, ces mégastructures étaient dévastatrices. Ces navires vous fonçaient dessus à une vitesse inimaginable. Et la coque de votre bateau commençait à trembler. Votre navire était ébranlé. Et vous couliez. Avec la trirème, il s'agissait davantage d'engager le combat avec le bateau ennemi. Les Carthaginois, eux, étaient plus directs. Ils voulaient couler l'ennemi d'un seul choc.
et allait éperonner le suivant. Une tactique imparable. Le génie des Carthaginois consistait à savoir produire des navires en grand nombre. Ils assemblaient à la chaîne des éléments préfabriqués. À peine une quinquérème était-elle coulée que l'ennemi envoyait surgir une autre à l'horizon. Et c'était clairement un gros désavantage pour la marine romaine, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'épave d'une quinquérème et la reconstruisent. Ils l'ont démontée, ont compris comment elle avait été assemblée, l'ont reconstruite et l'ont adoptée. Ils se sont emparés d'une quinquérème échouée et en ont fait des dizaines de répliques. Ces dernières n'étaient pas aussi bien faites que l'original et étaient en bois vert, si bien qu'après une saison, elles sont tombées en morceaux. Mais peu importe, les Romains avaient renversé la vapeur.